Voilà donc pour ce reportage tourné dans les Hauts-de-France et qui ouvre un certain nombre de sujets que nous allons évoquer cet après-midi. La première table ronde a pour thème « Comment passer de la prise de conscience à une prévention efficace des risques ?» Et pour en parler, je vous remercie s'il vous plaît d'accueillir sur scène Pascal Berthaud, Antoine Quentin et Pierre Weiss. Merci de les accueillir tous les trois, s'il vous plaît. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous cet après-midi. Je vous présente mes invités. Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Pascal Berthaud, bonjour et merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Bonjour. À vos côtés, Pierre Weiss, membre du comité exécutif en charge des assurances de biens et de responsabilité chez Allianz. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Antoine Quentin, directeur adjoint des réassurances et fonds publics chez CCR. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Que ce soit au niveau des pouvoirs publics, des entreprises ou bien encore de l'opinion publique, le constat du dérèglement climatique et de ses conséquences est à présent largement répandu. Sur le terrain comme dans les Hauts-de-France, dans la vidéo on vient de le voir, les élus, les habitants sont confrontés au CatNat et leur caractère est de plus en plus intense et répété et ne fait donc plus débat. Mais passer la prise de conscience, comment passer à l'action pour une prévention efficace à la fois individuelle et collective, de la modélisation des risques à l'aménagement des territoires, comment aider les habitants et les responsables locaux à prévenir les risques, quel rôle coordonner des pouvoirs publics et des experts assureurs. Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre tous les trois. Alors, pas tout à fait tous les trois, puisque nous avons en ouverture de cette table ronde une interview à vous faire entendre. C'est celle de Jean-François Rapin. Il est sénateur du Pas-de-Calais, un territoire qui lui aussi a été marqué par des inondations exceptionnel il y a quelque temps. Je vous propose de l'écouter. Jean-François Rapin. Nous avons vécu avec violence dans le Pas-de-Calais des événements d'inondation importantes. Nous nous sommes rendus compte qu'à la fois dans l'urgence mais aussi dans le temps, nous manquions d'outils. La sinistralité, c'est l'impact sur les populations, sur le moral des populations, l'impact sur le moral des élus locaux en particulier. Et donc, à partir de là, il faut bâtir un plan national, il faut bâtir un travail national qui va permettre justement de répondre à toutes ces situations. Pour répondre à l'urgence, c'est la simplification des procédures. C'est pouvoir permettre aux élus d'aller travailler rapidement sur un fossé à proximité des habitations sans avoir une procédure longue de 3 ou 4 mois et au moment de l'intervention, ça ne servira plus à rien. Ensuite, c'est le soutien aux collectivités. Le soutien aux collectivités parce qu'on se rend compte, c'est le cas dans mon département où plus de 750 communes ont moins de 2000 habitants sur près de 900 communes. C'est important, mais ça veut dire aussi des communes avec peu de moyens humains, avec peu de moyens financiers. Et donc il faut être capable très vite d'apporter un soutien administratif, d'apporter un soutien technique à ces communes. On a un très bel exemple. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage au président de l'intercommunalité qui les avait montés, qui est malheureusement décédé il y a quelques semaines. Joël Duquesnoy, dans l'Audomarois, donc sur la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer, qui immédiatement, sur un quartier inondé dont il savait qu'il ne pourrait pas le réhabiliter au fil du temps, ni même apporter des solutions contre les inondations, a tout de suite mis en place à la fois un service qui a porté assistance aux habitants, pour préparer un dossier de fonds Barnier et de rachat de leur logement pour qu'ils puissent se reloger dans une situation plus acceptable. La protection, c'est aussi un sujet qui est porté aujourd'hui par le Pas-de-Calais, puisque à la fois la région mais aussi l'État ont fait des diagnostics sur les maisons permettant de mettre à disposition des habitants qui pourraient être de nouveau inondés des dispositifs qui vont protéger leur maison jusqu'à une certaine hauteur d'eau bien sûr, mais qui vont protéger leur maison dans les premiers instants de l'inondation et permettre une évacuation ou tout autre moyen de se protéger. Une présence sur tous les territoires, ce n'est pas parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles dans certains territoires et puis une implication forte des assureurs qu'ils doivent pour autant quitter le territoire parce qu'on aurait une inégalité
profonde dans tout le territoire national. Donc ce qui est important aujourd'hui de dire, c'est que la CCR doit être aux côtés des élus locaux, aux côtés des citoyens, au travers leurs assureurs, mais en tout cas, on ne peut pas se passer de l'action de cet assureur. Avec le sénateur Jean-Yves Roux, nous avons donc souhaité à la fois faire un rapport à la demande du président du Sénat qui s'était déplacé sur ce territoire, à l'époque sur le Pas-de-Calais, mais ensuite sur d'autres territoires parce que nous avons vu que l'événement devenait national. Nous avons d'abord établi un rapport et ensuite, à l'issue de ce rapport, fait des recommandations, alors qui ont été prises en compte par le gouvernement bien sûr, mais nous avons surtout fait une première proposition de loi, d'abord pour simplifier la situation sur les territoires, mais aussi entraîner nos autres collègues à proposer des outils en fonction des situations sur les territoires. Nous avons tenté, ici au Sénat, et j'en ai été le rapporteur, une proposition de loi sur la réforme de la catastrophe naturelle pour aller plus loin dans le dispositif et surtout assurer dans le temps la pérennité de ce dispositif qui est reconnu finalement dans le monde entier. Voilà donc pour cette interview du sénateur Jean-François Rapin. Pascal Berthaud, je le disais en introduction tout à l'heure, la prise de conscience, elle est là, elle est partagée. Est-ce que vous partagez, vous également, au CRMA, cette conviction ? La vérité, c'est qu'elle est surtout là où il y a eu des événements. On estime que la mémoire du risque, c'est 5 à 7 ans. Moi, je l'ai vécu personnellement, à l'époque où je dirigeais un service d'urbanisme, des gens qui venaient, qui ne comprenaient pas qu'on leur refuse le permis parce que c'était inondable, qui disaient « mais ça n'a jamais été inondé ». Et vous sortiez des photos aériennes, des trucs, et, ah oui. Alors cela dit, les choses progressent. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a plus de 30 ans, jeune ingénieur, je tenais la plume du schéma directeur des eaux du bassin Loire-Bretagne. Et alors, nous avions eu l'idée d'intituler un chapitre « Mieux vivre avec les crues ». Et donc c'était 93, 94, quoi, par là. Mais quel volet de bois vert nous nous sommes pris en disant, mais enfin, vous n'y comprenez rien, il faut supprimer les crues. Donc ça, vous voyez, c'était dans les années 90. Je crois qu'aujourd'hui, cette prise de conscience-là, elle est quand même assez forte, et notamment au niveau des décideurs, même si quand même, quand on interroge les Français, aujourd'hui, 2 tiers à peu près sont pas tellement conscients du risque auquel ils sont exposés. Et quand on les interroge sur les problèmes environnementaux, vous en avez à peine 1 sur 10 qui citent cette question des inondations, des risques. Donc ça a quand même beaucoup progressé chez les décideurs, hein, et on le voit tous les jours avec les élus locaux. Dans la population, il y a encore du travail quand même. D'accord, ça progresse, mais vous me disiez, quand on a échangé la première fois autour de ce sujet-là, il faut quand même commencer, évidemment, à s'adapter au changement climatique. Donc là, au-delà de la prise de conscience, il faut maintenant mettre des choses en œuvre. Alors pour nous, au CEREMA, c'est le sujet majeur. CEREMA, en gros, c'est l'héritier de tout le réseau technique du ministère de l'Équipement de la grande époque. En gros, on s'occupe de toutes les questions d'aménagement, quoi, hein, les transports, les routes, les bâtiments. Enfin, voilà. Et ce qui nous a vraiment frappé dans les réflexions qu'on a pu mener, c'est que finalement, sur toutes ces questions d'aménagement, aujourd'hui, le changement climatique, finalement, à échelle, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, c'est le principal discriminant. Il n'y a pas un sujet d'aménagement du territoire qui ne soit pas touché par le changement climatique. Y compris des sujets comme les routes. C'est-à-dire, on dit, bon, une route, c'est des cailloux et puis avec un peu de colle au-dessus, quoi. C'est bête, hein, le dimensionnement de ça, c'est la chaleur et l'hygrométrie. Donc en réalité, c'est pour nous le point majeur. C'est effectivement ça, c'est le changement climatique va tout impacter. Alors la bonne nouvelle, par contre, c'est que sur chaque sujet, il y a aujourd'hui des solutions techniques qu'on va continuer à en mettre en œuvre, bien évidemment. Et puis, la deuxième bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire en 6 mois l'an prochain, c'est un programme sur 30 ans. Donc on peut se dire que si on commence aujourd'hui, en vrai, il aurait même fallu commencer il y a 10 ans. Mais bon, si on commence aujourd'hui et qu'on s'y met tous, on a des chances que ça se passe pas si mal que ça. Bon, il y a quand même une mauvaise nouvelle, hein, c'est que, d'ailleurs ça a été chiffré par France Stratégie, l'adaptation c'est à peu près 66 milliards par an. En gros, un tiers de dépenses, moitié de dépenses publiques, moitié de dépenses privées. Alors,
Ça paraît énorme comme ça. En même temps, 30 milliards de plus par an de dépenses publiques, c'est 3% de la dépense publique, même pas. Aujourd'hui, le débat, il est sur 40 milliards sur le budget de l'année prochaine. Donc on n'est pas non plus dans des ordres de grandeur qui soient complètement inatteignables. C'est beaucoup, c'est énorme, ça suppose des vraies évolutions, mais c'est quelque chose qui paraît atteignable. On a entendu le sénateur Rapin dans la vidéo s'exprimer sur le besoin de soutien aux collectivités, que ce soit du point de vue administratif ou technique. Côté CEREMA, justement, qu'est-ce que vous proposez comme aide aux collectivités et surtout, qu'est-ce que vous faites en général sur les questions d'environnement et de risque? En fait, nous, on s'est rendu compte depuis la création du CEREMA, c'est il y a 10 ans. Hein. On s'est rendu compte dès le départ qu'en fait, tous ces sujets d'aménagement, c'était d'abord des sujets qui concernaient les collectivités locales. Et c'est vrai que la tradition étatique dans notre pays est telle que souvent les collectivités sont très démunies. Donc on a déjà fait une première chose, c'est qu'on a transformé les statuts du CEREMA pour en faire un établissement qui est à la fois national et local. Au jour d'aujourd'hui, on a 1000 collectivités locales adhérentes, à peu près 450 communes, 450 intercommunalités, et puis quasiment tous les départements et toutes les régions. Et évidemment, petit à petit, on travaille de plus en plus, évidemment, pour les collectivités locales, avec à la fois des analyses sur la protection des populations, des analyses, évidemment, sur la préservation des ressources naturelles. Derrière, on travaille à la fois, je dirais, sur la mise en place de méthodologies au plan national. On doit sortir à peu près 70 guides techniques chaque année, et puis sur l'accompagnement des collectivités sur le terrain pour arriver effectivement à élaborer et à mettre en place des stratégies. Vous savez, au CEREMA, c'est une maison d'ingénieurs, d'experts. Nous, on a un peu cette culture de dire on peut effectivement théoriser les sujets, se faire peur. En réalité, quand on les prend un par un à l'échelle locale, on se retrousse les manches et on arrive effectivement à avancer. On a en ce moment un projet avec une trentaine de collectivités sur l'adaptation au plus 4 degrés. Je dirais dans les 30 collectivités, avec les élus, avec les services de la collectivité, on passe en revue toutes les conséquences du changement climatique et derrière, on met au point qu'est-ce qu'on fait dans les 30 prochaines années pour que ça se passe pas si mal. Et la vérité, c'est que quand on rentre vraiment dans le fond des sujets, finalement, on arrive, alors on règle pas tout à 100%, évidemment, mais on arrive à progresser assez largement, alors que finalement, quand on les regarde de haut, on joue à se faire peur, et à la fin, on fait rien. Donc voilà, c'est notre message permanent, je le réitère ici, c'est faut y aller, à un moment, il faut plonger, on est au bord de la piscine. C'est compliqué, c'est lourd, c'est politiquement hyper compliqué, ce qui était évoqué tout à l'heure. Très bien, on va bouger des zones d'habitation, on va les sortir. Moi, je me mets à la place du maire qui va aller expliquer aux 80 habitants, écoutez là, mais non, là, il va falloir partir. Mais en même temps, on n'a pas d'autre solution. Donc voilà, en gros, on a 10, 20, 30 ans devant nous. Si on se retrousse les manches, on va y arriver. D'accord, je reviendrai à vous dans quelques minutes pour qu'on parle des innovations, puisque évidemment, vous connaissez sur le territoire des choses qui sont mises en place. Avant cela, je voudrais voir avec vous, Antoine Quentin, je rappelle que vous êtes directeur des réassurances et fonds publics chez CCR. Au regard, finalement, des dernières catastrophes climatiques, qu'est-ce que l'on peut dire de l'efficacité, ou non, peut-être, d'ailleurs, de la prévention en France ? Alors, quand on parle de prévention, il faut être précis. C'est-à-dire que nous, on fait un double constat. Il y a d'une part la prévention collective et la prévention individuelle. Le bilan qu'on dresse maintenant avec quelques années de recul, c'est que la prévention collective en France, ça marche bien. Donc en France, on aime quand ça marche pas, mais là, il faut le dire, ça marche bien. Qu'est-ce qui fait que ça marche bien ? Alors, notamment parce qu'on a mis un outil très, très pertinent qui est le Fonds Barnier, qui a été créé en 1995. Et on réalise depuis de nombreuses années ce qu'on appelle des analyses coûts-bénéfices, notamment pour le compte de l'État, du ministère de l'écologie. On a fait 2 exemples qui sont parlants. On a fait une analyse coût-bénéfice des PPR, des plans de prévention des risques. Donc pour 1 euro investi dans un PPR, on économise à moyen terme 11 euros. Donc en gros,
Quand on évite de construire dans les zones à risque, effectivement, c'est très très rentable. Et puis un deuxième chiffre, c'est les programmes d'action de prévention des inondations, notamment les ouvrages hydrauliques. Quand on investit dans 1 euro, on économise 3 €, 3,50 € à moyen terme. Donc ça aussi, c'est très rentable. Le deuxième intérêt du fonds Barnier, c'est qu'il a un effet de levier très important. C'est-à-dire que pour 1 euro, quand on investit 1 euro, les collectivités locales abondent en moyenne 1,10 €. Donc on double, grâce à ce mécanisme, les financements dans la prévention. Donc cette prévention collective, elle fonctionne. Il faut juste la renforcer, faire en sorte notamment que les financements alloués à la prévention soient cohérents avec les sommes qu'on prélève sur le régime CatNat. On a ce mécanisme de... Le régime finance la prévention, il faut garder cette cohérence. Voilà, il faut renforcer, prioriser si besoin. Après, on a un constat moins positif, mais il faut être lucide, c'est la prévention individuelle. Donc c'est ce que peuvent faire les particuliers, les PME, où on est vraiment... je dirais, c'est embryonnaire à ce stade. Les industriels, eux, travaillent dans la prévention depuis de nombreuses années, mais effectivement, au niveau particulier, petits professionnels, c'est à renforcer. Et là, on voit qu'il y a très peu de financement qui existe. Et là, il faut arriver à structurer, à accompagner pour développer cette activité de prévention individuelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué aujourd'hui quand on est en individuel. Là, vous parlez des PME, vous parlez des entreprises, mais quand on prend les gens en individuel, c'est compliqué de monter un dossier pour mettre en place un certain nombre de choses de prévention individuelle. Je pense qu'il y a 2 raisons. Il y a un sujet de sensibilisation. Voilà, le particulier n'est pas toujours extrêmement conscient des risques auxquels il est exposé. Donc il y a un travail de pédagogie, mais il y a aussi un travail, je pense, de simplification et d'accompagnement dans le montage des dossiers. Alors justement, j'ai une remarque plus qu'une question qui vient d'arriver sur l'application, c'est est-ce qu'on peut dire que savoir se protéger face aux catastrophes naturelles est une compétence ou un réflexe à développer au niveau personnel aussi bien que la prévention contre le tabac ou la prévention routière ? On peut dire ça comme ça, mais en tout cas, effectivement, il faut. On voit si on prend le parallèle avec le tabac, ça fait des années, de très nombreuses années qu'il y a de la sensibilisation. Je pense qu'on n'a pas du tout le même effort de sensibilisation qui est fait jusqu'à présent sur les catastrophes naturelles. Donc, c'est un axe de progrès. Alors, effort de sensibilisation, justement, quel peut être de votre point de vue, quel peut être le rôle des assureurs dans ce cas-là ? Et on verra évidemment à Hyperveille le retour et le regard des assureurs. Voilà, alors effectivement, je pense que mon voisin aura plein de choses à dire sur la question. Nous, on est persuadés que les assureurs et plus globalement la profession de l'assurance a un rôle à jouer parce que justement, les assureurs, ils ont ce lien direct avec les assurés, donc ils peuvent avoir ce contact de sensibilisation. Ils peuvent aussi, sans doute, c'est un axe stratégique pour eux pour développer des services et accompagner leurs clients pour le développement de la prévention. Voilà, nous, CCR, on a un rôle un peu particulier. On n'a pas de contact direct avec les assurés, donc on est plus là pour accompagner les assureurs, parfois proposer des services aussi aux collectivités. On travaille, je l'ai mentionné, pour l'État. Voilà, pour accompagner ce développement. Tout à l'heure, je pense qu'on parlera aussi de la filière prévention. Donc, à notre mesure, on peut contribuer à ce renforcement de la prévention. Voilà, cette filière, on en parlera avec François-Xavier et Yann Arnaud dans quelques minutes. Avant cela, Pierre Weiss, votre vision, vous, en tant qu'assureur, sur l'efficacité ou non, toujours de la prévention en général et des CatNat en particulier. Ouais, je pense que sur l'efficacité de la prévention, il n'y a pas beaucoup de débat. Antoine l'a dit, les chiffres sont têtus. L'avantage, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que ça marche. Le problème, c'est que personne n'a très envie de payer et tout le monde est d'accord pour que ça soit fait par les autres. Donc on voit en collectif que effectivement, le fonds Barnier marche bien. Je pense que quand même, il y a un problème de montant. On n'est pas sur des montants suffisants par rapport à tout ce à quoi on fait face, donc il va falloir sans doute s'y mettre plus de ressources. Là, on en a un peu plus. On aurait pu espérer encore un peu plus si on était resté sur les mêmes proportions des primes CatNat. Donc ça, il va falloir continuer sur la partie collectif et inciter. Après, sur la prévention individuelle, nous, on peut évidemment, on peut en faire la pub, on peut en faire plus la pub, on peut sensibiliser. Je pense qu'il y a quelque chose qui a très bien marché, qui a été porté par les assureurs en partenariat avec la puissance publique, c'est la prévention routière, clairement. Donc on sait communiquer à nos assurés et leur expliquer ce qu'il convient de faire, quelle est leur exposition au risque, etc. Donc on va le faire plus.
on va le faire plus, on va y mettre plus de moyens parce que ça fait partie de notre responsabilité et que ça diminue l'ensemble des risques, et on sait le faire de manière précise parce que on a les adresses, parce qu'on a l'exposition de risques. Donc voilà, ça c'est quelque chose que l'ensemble des assureurs va faire de plus en plus, pourrait faire encore plus, mais ça va venir, ça va venir. Après, il y a quand même un point qui est important, c'est la responsabilisation. À un moment, c'est bien d'expliquer, c'est bien de dire ce qu'il faut faire, mais on est un peu bridé sur la responsabilisation des clients. C'est à ça que sert l'assurance. L'assurance privée, elle sert à deux choses. Elle donne un prix, ce qui indique un niveau de risque, et elle peut des fois ne pas accepter. Donc on a fait le choix collectivement, via le régime CatNat qui marche très bien, de figer le prix et de ne pas exclure, en tout cas on s'efforce tous de ne pas exclure, et je pense que c'est souhaitable, les personnes de l'assurance. Une fois qu'on a dit ça, une personne physique, du coup, qui s'assure, elle n'a pas un intérêt financier à faire de la prévention, parce que son seul risque, c'est la franchise, s'il y a un problème. Franchise qui, à un moment, pouvait être multipliée, ce qu'on a arrêté, ce qui est sans doute un bon choix, parce que les gens ne sont pas complètement responsables et ce n'était pas très clair. Mais si on ne met pas, enfin moi, ma conviction, c'est que si on ne met pas les gens face à leurs responsabilités aussi, on n'aura pas suffisamment de mouvement. Une fois qu'on a dit ça, c'est quand même très compliqué parce que les gens ne sont pas forcément responsables de leur exposition au risque. Mais si on dit que personne n'est responsable, il ne se passe rien. Donc il faut qu'on réfléchisse, et c'est pas facile, à des mécanismes pour inciter, et donc inciter, ça passe par des points positifs et des points négatifs, pour inciter les personnes à mettre en place des mesures de prévention individuelle. Donc on pourrait, et là encore, l'idée c'est un peu un florilège. Vous mettez au débat. Voilà, je mets au débat. En fait, on fera peut-être réagir d'ailleurs. Mais on pourrait diminuer la prime CatNat pour les personnes, enfin la surprime CatNat pour les personnes qui ont investi dans des solutions de prévention individuelle. On pourrait augmenter fortement les franchises ou la prime pour les personnes qui savent qu'elles sont exposées à un risque et qui auraient pu faire le choix de ne pas le mettre là ou de faire de la prévention. On pourrait augmenter ou mettre une pénalité pour les élus, ou en tout cas les personnes qui décident d'autoriser des constructions à des endroits où on savait qu'il y avait un risque important. C'est compliqué moralement, et ce n'est pas aux assureurs privés de définir ce qui est moralement bon ou pas, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse avec la puissance publique sur les mécanismes d'incitation positive et négative à la prévention individuelle, que ce soit pour les propriétaires ou pour les personnes qui s'occupent de l'aménagement du territoire. Sinon, je pense qu'on n'ira pas assez vite, même si on a du temps, vous l'avez dit, il va quand même falloir qu'on aille un peu plus vite. Et ça ne passera pas que par mettre plus d'argent et espérer que les gens écouteront les messages. D'accord, avant de mettre au débat cette question sur les curseurs, peut-être sur les primes et sur les pénalités, une question qui s'adresse à vous, Pierre Weiss, quel rôle pour les agents et intermédiaires d'assurance, justement, toujours dans ce travail de prévention? Oui, non, mais ils ont un rôle important à jouer. Enfin, leur premier rôle, c'est la sensibilisation. Enfin, ils sont présents dans les territoires, c'est la beauté, encore une fois, des mécanismes d'assurance, enfin, des sociétés d'assurance privées. On a un maillage territorial très important, on sait où sont les gens, normalement, on leur donne des solutions pour savoir où sont les risques, donc ils ont un rôle important de pédagogie. Donc nous, on a créé par exemple une association de prévention dans laquelle on fait intervenir soit des agents, soit des retraités de l'assurance pour justement faire cette éducation, rappeler que dans certains territoires, il y a certains risques et que du coup, il y a certaines lois, il y a certaines méthodes de construction qu'il faut faire respecter. Enfin, je pense que la loi Elan, il serait bien qu'elle soit parfaitement appliquée. Voilà, il y a tous ces agents, ils peuvent rappeler toutes ces personnes dans les territoires l'importance de la prévention et éduquer sur le fait que des endroits ne sont pas constructibles, ou en tout cas qu'il est mieux de ne pas les occuper. Donc pour moi, ils ont un rôle fondamental, c'est notre maillage et c'est notre présence auprès des assurés. Alors, on a un témoignage également, mon assureur m'a envoyé un SMS par anticipation lors des dernières inondations, c'est très bien, j'ai pu prendre des actions. Là aussi, on est évidemment, quand on doit être en réactif tout de suite. C'est souvent un peu tard, hein. C'est mieux de le faire un peu avant, donc on essaye de faire, mais c'est juste quand l'inondation arrive. Voilà, en même temps, il faut que Météo France vous ait donné les bonnes informations aussi. Antoine Quentin, comment aller plus loin dans la prévention? Pierre Weiss évoquait des mécanismes, alors ça peut être le curseur sur la surprime qui était évoqué, ça peut être aussi des mesures un peu plus coercitives. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors globalement, il faut rentrer dans le détail, mais globalement, je partage beaucoup de ce qui a été dit par Pierre. On a besoin de mettre en place un certain nombre de briques
pour que la prévention individuelle puisse être effective. Il y a j'aime toujours revenir un peu dans les intuitions qui ont été au début du régime CatNat en 1982, où on a fait un lien très fort entre l'indemnisation et la prévention, mais sans rendre ça totalement opérationnel. Une première chose à faire, c'est de définir ce qu'on appelle par mesure individuelle, mesure habituelle de prévention. Ça figure dans le Code des assurances, mais ce n'est pas défini, donc il faut préciser qu'est-ce qu'on entend par mesure habituelle de prévention, et ça dépend des types de risques, de la localisation. Donc il y a ce travail de définition qui est la première étape, à mon avis, essentielle. La deuxième, c'est après mettre en place c'est un peu la carotte, c'est effectivement mettre en place les dispositifs d'incitation. Donc ça peut, on l'a vu dans le film de départ, hein, qui avait notamment une ligne budgétaire qui avait été votée pour accompagner les assurés pour la prévention du risque RGA. Donc c'est une étape, il faut ces dispositifs d'accompagnement, mais une fois que tout ça sera mis en place, il faudra réfléchir effectivement à des mécanismes un peu plus coercitifs. Alors c'est un peu par rapport à la carotte, c'est un peu le bâton, et ça peut jouer notamment, on pense que ça peut plutôt jouer sur la franchise que sur la surprime qui est assez modique, mais effectivement, si vous êtes sensibilisé, si vous avez les mécanismes d'accompagnement pour mettre en place des mesures et que vous refusez de le faire, entre guillemets, là, effectivement, on pourrait réfléchir à moduler, par exemple, la franchise. Mais tout ça nécessite une construction de toutes ces briques et il faut faire les choses dans l'ordre. Évidemment, tout ça s'imbrique. Pascal Berthaud, qu'est-ce que vous pensez? Je voyais peut-être évoquer une petite mimique sur l'histoire, notamment des mesures de coercition. J'aime pas le mot coercition. Alors c'est moi qui l'ai employé. Non, mais j'aime pas le mot coercition, mais je voudrais vous donner un exemple. On a au CEREMA beaucoup travaillé sur cartographie sur le trait de côte, hein, du recul du trait de côte, et donc aujourd'hui identifier un certain nombre d'endroits où il va se passer des choses. Enfin, c'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Dans les 30-40 prochaines années, il va se passer des choses. Aujourd'hui, on est au milieu du gué, hein, avec les collectivités. Il faut évidemment faire des cartographies un peu plus fines. Mais derrière, si vous ne traduisez pas ça dans des éléments réglementaires, disant, ben voilà, à tel endroit, on ne peut plus construire, les villas, elles continue à se vendre. Je trouve que ma fille était dans l'immobilier sur un endroit où ça va bouger. Je veux dire, elle a vendu une maison, 3 millions d'euros, dont on est sûr et certain que cette maison, dans 40 ans, elle n'est plus là. Donc d'abord, il faut informer, évidemment, l'acheteur. Alors, comme elle est honnête, ma fille, elle l'a fait. Elle dit, ah, j'ai pris la carte de mon papa. mais au-delà de ça, il faut mettre les gens en face de leurs responsabilités, et notamment en l'occurrence, leur expliquer qu'à partir du moment où ils achètent cette ville-là, en étant en totale connaissance du risque, le jour où la villa ne sera plus là, ils ne seront pas indemnisés. Parce que tant que les gens pensent qu'ils seront indemnisés, ils répondront ce que la personne a répondu à ma fille. Alors, vous savez, moi j'ai 65 ans, si la villa disparaît dans 30 ans, elle disparaît, et puis c'est pas grave, de toute façon on sera indemnisé, et puis voilà. Si vous voulez, on est obligé, à un moment, de tout ce travail qu'on fait, de prévention, de connaissance du risque, j'adhère totalement, s'il ne se traduit pas par des éléments réglementaires et avec des vraies conséquences, on ne changera pas les comportements des acteurs. Alors, deux, trois commentaires comme ça qui sont arrivés. 100% d'accord avec l'approche de Pierre Weil, c'est créant une communauté d'intérêt entre assureurs, assurés, pouvoir public et professionnels du bâtiment, évidemment, pour travailler sur ces questions-là. Vous évoquiez, Antoine Quentin, les retraits gonflements des argiles. Il y a une question autour de ça. L'existant n'a pas été pensé pour faire face aux effets et défis du changement climatique actuel et à venir. Quelle place pour la prévention? Alors ça, c'est le sujet qu'on évoque maintenant. Comment la coordonner et la financer, notamment au sujet du RGA? Sur la prévention du RGA, il y a des solutions qui existent. On peut citer une initiative qui marche bien, une initiative de place, initiative sécheresse, qui consiste à tester des solutions à la fois en réparation et en prévention. Donc c'est un travail un peu de long terme, mais qui va produire ses effets. Et je suis persuadé que ce projet permettra de construire peut-être les bases d'un dispositif de prévention un peu plus large pour la suite. Sur le financement, on mentionnait cette première ligne budgétaire qui a été votée cette année.
alors qui n'est pas encore en œuvre, mais on espère que c'est une première étape pour vraiment accompagner les assurés pour mettre en place des mesures de prévention. Pierre Weiss et Pascal Berthaud. Oui, non, enfin, alors après, pour la prévention sécheresse, on peut aussi quand même respecter la loi. Hein. Enfin, on a quand même, pour le coup, des dizaines d'années de retard sur certains de nos voisins qui sont plus exposés au risque sécheresse et chez qui ça coûte moins cher. Donc, on continue quand même, encore aujourd'hui, à construire des maisons qui vont avoir des sinistres sécheresse, alors que les techniques au moment de la construction sont quand même assez peu onéreuses pour éviter ces sinistres. Donc encore une fois, il va falloir qu'on soit un peu intelligent sur la manière de discriminer entre les personnes qui on ne savait pas, donc effectivement, sans doute qu'il y a 50 ans, c'était compliqué d'estimer que les sinistres sécheresse allaient s'envoler, et donc toutes les maisons construites avant il y a 50 ans, et encore une fois, je ne rentre pas trop dans le détail, mais doivent être indemnisées, et toutes celles après une certaine date, on savait, donc à un moment, je ne sais pas si c'est la personne qui l'a acheté, la personne qui l'a construite, la personne qui l'a racheté, la personne qui l'a construite, peu importe, mais en tout cas, il y a une chaîne de personnes qui n'ont pas assez posé la question, et on ne peut pas s'exonérer à l'infini de la responsabilité sur la sécheresse. Donc on va trouver des solutions en réparation, en prévention du bâti déjà existant, mais à minima, sur le bâti qui est en train de se construire aujourd'hui, il faut absolument qu'on arrête l'hémorragie, et ce n'est pas le cas malgré une législation qui est aujourd'hui assez clair, donc appliquons-la. Pascal Berthaud. Je crois que la difficulté du risque sécheresse, c'est que quand c'est apparu, il y a 20-25 ans, c'était essentiellement des maisons qui avaient un vice de construction, enfin disons ça comme ça, fondation pas assez profonde, etc. C'est vrai que, pour le coup, il n'y en avait pas beaucoup, et du coup, il y avait des indemnisations assez sympathiques en réalité. Évidemment, la difficulté, c'est qu'avec le changement climatique, même des bâtiments qui ont des fondations faites selon les règles de l'art se retrouvent sur à peu près la moitié du territoire français, effectivement, avec un risque sécheresse élevé. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à un moment, on est en train de mettre des solutions, mettre au point des solutions. On travaille notamment sur un truc dont je vous parlerai tout à l'heure. Là aussi, à un moment, il va falloir être capable de dire aux propriétaires de la maison, écoutez, soit vous faites les 10, 20 000 euros d'investissement qu'il faut, quitte à vous aider un peu d'ailleurs, et à ce moment-là, la maison est mise hors risque sécheresse, soit vous ne faites pas, et c'est peut-être pas tout à fait normal que vous soyez indemnisé à hauteur de 200 000 euros. Parce qu'en gros, c'est ça. Enfin, les techniques de prévention qui sont en train de se mettre au point, ça va se promener entre 10 et 20 000 euros. Et les sinistres, c'est 20 000, quoi. Donc, 200 000, pardon. Vous voulez nous parler d'un truc? Je me permets d'utiliser l'expression que vous avez utilisée vous-même. Une petite innovation dont vous voulez nous parler? Oui, si vous voulez, c'est un peu le complément de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des solutions, il faut se retrousser les manches et il faut y aller dès aujourd'hui. Et pour autant, évidemment, il faut continuer à innover, à mettre au point des solutions. Et enfin, franchement, quand vous regardez tout ce qu'on est capable de créer, dans les 10, 20, 30 prochaines années, on va en créer, il n'y a pas de sujet. Moi, je peux citer deux, trois éléments. Sur le sujet sécheresse, effectivement, nous, on travaille sur une solution qui devrait d'ailleurs rentrer en production l'an prochain. C'est facile, on récupère, enfin, en théorie, on récupère l'eau de pluie de la toiture et on le réinjecte sous les fondations. Donc, le degré d'hygrométrie reste en permanence le même sous les fondations et donc, il n'y a plus de retrait-gonflement des argiles. Ça coûte 15 000 balles à peu près par maison. Alors on est en train de travailler, effectivement à licencier un certain nombre d'entreprises sur le sujet. Il y a d'autres procédés, moi je vous cite le nôtre, mais il y en a d'autres. Il faut aussi avoir confiance dans la technique. C'est quand même un élément important. En plus, bon, c'est le directeur général d'un institut technique. Vous seriez surpris si je vous disais le contraire. Mais on arrive à trouver des sujets. On parlait du littoral, sur le recul du trait de côte. Là, on va être surtout amené à choisir en fait à quels endroits on protège et à quels endroits on va laisser effectivement
effectivement la mer passer, parce qu'il y a un truc qu'on sait, c'est qu'on n'est pas capable de protéger partout. Et puis, on a aussi, et on développe de plus en plus, à la fois la CCR, nous et d'autres, des outils de modélisation qui permettent justement d'arriver à prévoir ce qui va se passer. On est d'ailleurs, pour le compte de l'État, la DGPR, en train de sortir une carte sur justement les inondations, avec un peu la meilleure connaissance qu'on a aujourd'hui de ce qu'on peut faire en matière de prévision des inondations. Elle va évidemment être complètement disponible. Nous, si vous voulez, on est sous le coup de la loi Le Maire. Donc tout ce qu'on fait est par construction diffusé très largement, et c'est très bien. Hein. Et c'est très bien. Nous, on a développé un outil qui s'appelle Agiris, qui justement, à partir de cartes comme ça, permet de faire des diagnostics rapides. Moi, je voudrais justement dans cette table ronde appeler à une collaboration justement avec la CCR. Alors, la collaboration, elle est compliquée parce que d'un côté, nous, tout est disponible, alors que évidemment chez vous, on imagine bien que les données de base sur la sinistralité, c'est le cœur du business des assurances, donc évidemment, ça n'a pas vocation à être mis en diffusion de tout le monde. Cela étant, il existe, je crois, pas mal de procédés qui permettent de travailler ensemble tout en protégeant la confidentialité des données. Et puis, je voudrais rebondir, vous parliez de la sécurité routière. Alors, il se trouve que le CEREMA, c'est un petit peu le bureau d'études de la sécurité routière. Et typiquement, alors là, les données, elles viennent de la police, quoi. Donc on a absolument toutes les données et ça permet effectivement d'avancer beaucoup. Donc moi, je suis assez sûr qu'en mettant ensemble vos experts, vos modélisateurs, les nôtres, on doit être capable d'arriver effectivement à faire progresser les choses. Et puis en trouvant les éléments qu'il faut, évidemment, pour que les données ne soient pas diffusées. Parce que... Antoine Quentin, sur cette collaboration attendue avec CCR, ce partage des données, ce qui donne l'occasion évidemment de rappeler aussi tout le travail que vous faites en matière de modélisation chez CCR. Alors c'est un vaste sujet, le sujet des données. Effectivement, il y a un certain nombre de contraintes, RGPD, secret des affaires. Ceci dit, voilà, on a des beaux exemples de collaboration où on a réussi à traiter ces sujets. Alors, un bon exemple, c'est par exemple les travaux qu'on mène pour le ministère de l'écologie. Je mentionnais les analyses coûts-bénéfices. C'est aussi des travaux qu'on a pu faire avec des collectivités locales, avec d'autres organismes de recherche. Donc voilà, il y a des moyens et effectivement l'approche partenariale est essentielle sur ces sujets de prévention des risques naturels. La prévention, c'est donc évidemment tout ce qu'on a en matière d'infrastructures, de solutions techniques. Tout ça appelle forcément aussi à des financements. J'ai deux questions d'ailleurs sur le sujet, à la fois sur le collectif et sur l'individuel. Côté individuel, personne ne parle plus du reste à charge pour les actions individuelles de prévention, quelques centaines d'euros, et c'est parfois beaucoup pour certains. Donc que peuvent faire les assureurs là-dessus? Et comment envisagez-vous d'accompagner les élus, ici des nouveaux mandats qui devront également accompagner le renoncement sur certains territoires, et quel rôle des assureurs dans le financement des investissements des collectivités? Pierre Weiss. En gros, on vous demande beaucoup. Donc le reste à charge, bah oui, enfin c'était ce que je mentionnais tout à l'heure. Il faudra de toute façon avoir une approche différente en fonction de, je pense, des moyens de chacun. Donc je pense que certains devront être totalement accompagnés par des fonds publics et par les moyens des assureurs. D'autres pourront en prendre une partie en charge. On a justement monté une chaire de recherche qui réfléchit à ce sujet, hein, qui réfléchit au modèle économique de prévention. Parce que cette question elle est partout, hein, et donc le groupe Allianz se la pose au niveau mondial, et en France on a la chance d'être exposé à beaucoup de périls naturels, donc on a un bon laboratoire pour y réfléchir pour l'ensemble du groupe. Donc voilà, il y aura une question de incitation, toujours pareil, hein, responsabilisation versus mutualisation, et la réponse peut pas être la même en fonction des moyens de chacun. Pour l'accompagnement des élus, je pense que alors là, c'est des sujets compliqués, mais je pense qu'il y a un moment où il faut accepter, pour protéger l'élu et quelque part contre lui-même, mais de prendre un peu plus la main sur certains sujets au niveau central. Il y a des risques dont on sait qu'ils vont se réaliser de manière certaine, quelle que soit l'intelligence locale de l'ensemble des acteurs. Enfin, il ne faut pas qu'on soit à cet endroit-là, point. Enfin, et donc le décharger, alors je sais que ça en fait hurler certains, mais le décharger de sa responsabilité pour le protéger, pour empêcher qu'un drame ait lieu, ça fait partie aussi de la responsabilité d'un État central responsable. Donc je pense qu'il y a des moments où il faut passer par-dessus le rôle des élus pour
les protéger. Le but n'est pas juste de leur enlever du pouvoir, le but est bien de les protéger. Et sur le financement, l'accompagnement au financement de ce que peuvent mettre en place les collectivités ? Là, oui, on revient sur quels moyens on veut sanctuariser collectivement via. L'assurance est un moyen de récupérer une partie de moyens qu'on peut affecter de la manière qu'on veut. Hein. Donc, le fonds Barnier en est un exemple. La prévention routière, on flèche. Donc, on peut prendre plus. C'est juste une question de choix de mutualisation. Il y a des idées un peu baroques de socialisation complète de ce risque. À un moment où on veut justement plus responsabiliser les gens, je pense qu'il faut qu'on passe plutôt sur une partie mutualisée, pas de problème, mais une partie responsabilisée aussi. Je pense que c'est clair. Vous avez évoqué au début de votre réponse la chaire de recherche que vous avez mise en place donc avec l'ENSAE, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique de Paris, en collaboration aussi avec la Fondation du risque. Qu'est-ce que vous attendez de cette chaire ? Alors, c'est une chaire qui est montée, pas que sur les risques climatiques, mais bon, qui s'en occupe beaucoup quand même. Elle est sur l'ensemble des risques émergents et qui s'aggravent. Mais bon, les climatiques en pèsent beaucoup là-dessus. On n'est pas sur une réflexion sur l'amélioration des modèles. Ça, il y a déjà beaucoup de gens très intelligents qui y travaillent. On est plutôt sur la réflexion sur à la fois les modèles économiques et les ressorts psychologiques. Les modèles économiques, c'est quel est le partage du risque optimal entre les assurés, les assureurs privés et la puissance publique pour mettre en place, pour être le plus optimal possible d'un point de vue économique. Et ça, l'intérêt, encore une fois, d'être un groupe Allianz, c'est de voir que le débat est partout, les réponses sont très différentes. En Allemagne, vous avez une volonté de responsabiliser très forte, une volonté d'avoir des tarifs libres. En Suisse, vous avez un régime CatNat, mais qui est assez punitif sur ceux qui choisissent de ne pas mettre en place de mesures de prévention. Enfin, voilà. Dans chaque pays, il y a des réponses différentes. C'est intéressant de se poser la question de quel est le plus optimal au niveau économique. Et après, sur la partie prévention, c'est de se poser aussi la question des ressorts psychologiques qui font qu'un modèle va être intéressant ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le modèle économique le plus intelligent possible. Si à la fin, ça n'aide pas la décision parce que la personne, elle s'en fiche de sa valeur actualisée à 5 ans ou à 10 ans ou même à 20 ans de son coût de sinistre, vous n'aurez rien fait bouger. Donc c'est aussi se poser la question de OK, quel est le modèle de prévention individuelle, mais qu'est-ce qui va faire bouger et prendre les décisions. Et donc c'est là-dessus qu'on essaye de travailler avec un aspect du coup éducation, quels sont les messages à envoyer pour inciter à la prévention. Ça fait un beau programme, donc il y en a pour quelques années. D'accord, puisque vous êtes sur modèle et modélisation, question pour vous, et j'imagine qu'Antoine Quentin pourra réagir dessus aussi. Les scientifiques confirment que nous ne pourrons pas tout prévoir, les modèles de référence sont à réinterroger. Comment envisagez-vous d'intégrer l'incertitude au regard de l'exigence des responsabilités ? Voilà, c'est un sujet de philosophie. Là. Comment modéliser ce qu'on ne connaît pas ? Non, mais alors, je ne suis pas sûr que les modèles soient et après Antoine en parlera mieux que moi, mais je ne suis pas sûr que les modèles soient totalement disruptés par le changement. C'est-à-dire que je pense qu'on peut quand même apprendre du passé pour caler les modèles et après essayer de voir comment ça va se déformer en essayant d'anticiper certaines tendances. De toute façon, moi je ne sais pas faire autrement. Je trouve qu'en termes de démarche scientifique, si on n'a pas de données, de toute façon après on ne pourra pas raconter grand-chose. Peut-être que l'intelligence artificielle peut imaginer des scénarios qu'on n'avait pas vus, mais bon, je pense qu'elle sera de toute façon basée sur le passé. Donc moi je ne crois pas à une disruption, je crois plutôt à essayer de comprendre comment on peut faire évoluer les modèles actuels pour intégrer le changement climatique, mais je ne sais pas si tu partages. Alors Antoine Quentin et ensuite Pascal Berthaud en réaction également. Sur les modèles, je pense que effectivement, les données historiques sont essentielles. Peut-être que juste ce qui est très important, c'est de ne pas regarder uniquement ce qu'on a pu faire par le passé à 1 an, 5 ans. C'est de projeter à moyen long terme. C'est ce qu'on essaye de faire avec effectivement beaucoup d'incertitudes. Il faut avoir en tête qu'il y a des incertitudes, mais c'est quand même très très intéressant de faire ces modèles prospectifs à moyen terme pour voir comment le système réagira et comment on peut essayer de l'améliorer. Pascal Berthaud. Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. De toute façon, les modèles, ils sont là justement pour arriver à réduire l'incertitude, à gérer au mieux. On le fait depuis probablement maintenant une centaine d'années et on continuera. Moi, je voulais réagir parce que c'est la question même, pardonnez-moi, qui me semble curieuse. Parce qu'en fait, la vraie question avec le changement climatique, c'est pas l'incertitude, c'est la certitude.
Le vrai problème que va avoir le monde assurantiel, c'est sur le front de mer, tous les 500 villas qu'on a identifiées, qui avaient de fortes chances d'avoir de gros problèmes jusqu'à 2030, on arrive à des certitudes justement sur ce que va donner le changement climatique. Et ça, pour le coup, j'imagine que pour un assureur, gérer la certitude d'un sinistre, c'est complètement impossible, puisque par principe, votre métier, c'est justement de gérer de l'incertitude. Donc voilà, je trouve que le vrai sujet, à mon avis, qui va se poser, et pas seulement aux assurances, qui va se poser aux autorités publiques et à tout le monde, c'est justement la certitude. Une dernière question avec vous, Pascal Berthaud. On en reprendra peut-être encore une dans le fil de discussion, mais il nous reste une petite minute. On a bien vu évidemment qu'il y avait 2 volets dans la prévention. Il y a les parties techniques et infrastructures. Et puis il y a aussi le terme que vous avez employé, Pervez, qui est celui de l'éducation aussi. Ça veut dire qu'il faut transmettre de l'information. Côté CEREMA, qu'est-ce que vous transmettez ? Qu'est-ce que vous donnez comme information et à qui vous donnez cette information pour cette prise de conscience ? Alors côté CEREMA, effectivement, on donne une information aux collectivités locales, aux maires, aux préfets, etc. La vraie difficulté, c'est que cette information technique, les assureurs en font aussi, donc aujourd'hui, elle est difficilement appréhendable par la population. En 2003, moi j'avais beaucoup insisté, à l'époque j'étais directeur de l'eau, j'avais beaucoup insisté pour qu'on mette dans la loi risque l'obligation d'informer l'acquéreur sur les risques, etc. Sauf que, évidemment, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, lorsque vous passez chez le notaire, on vous donne l'état du PPR, du machin, etc. Enfin, très sincèrement, personne n'y comprend rien. Moi, le premier, d'ailleurs. Donc, il faut qu'on arrive, c'est un peu le projet qu'on a au CEREMA, tout à fait prêt à le faire avec d'autres, il faut qu'on arrive à faire des choses très simples. Typiquement, c'est j'ai mon smartphone, je pointe l'endroit, et là, on me montre ce qui peut se passer. On me montre les risques. OK, tous les 5 ans, pour arriver à ta maison, il y a de l'eau, quoi. Tous les 30 ans, y a ça d'eau dans la cuisine. Alors bon, on va dire 30 ans, c'est long. Ouais, mais enfin, 30 ans, c'est plus que gagner 3 numéros. C'est une probabilité plus forte que de gagner 3 numéros au loto. Enfin, etc., etc. Donc, il faut qu'on travaille, et notamment avec les outils modernes, sur des choses qui puissent parler aux citoyens. Aujourd'hui, ce qu'on produit, franchement, je dis, même moi, quand je vais chez le notaire, je ne comprends pas. Donc, bon. Voilà, simplifier l'information. On a entendu le terme de simplification tout à l'heure pour les collectivités. Traduire concrètement. Voilà, il faut traduire concrètement. Avec le micro, on vous entendra beaucoup mieux. Oui, c'est vraiment la traduire complètement. Je vous dis, c'est tous les 5 ans, l'eau, elle arrive au seuil de la maison. Ça, les gens peuvent visualiser. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été avec nous aujourd'hui pour dresser ces premières pistes de réflexion. Alors certaines sont déjà engagées, mais on a bien vu que tout ça portait à la fois sur l'éducation, sur le financement, sur les innovations, sur des mesures, sur les primes, sur non pas la coercition, mais Pardon ? L'incitation, exactement, qui est un mot beaucoup plus positif. Et en tout cas, on aura pu noter à travers vos propos qu'il y a quand même une volonté de collaboration et d'ouverture. Merci encore à tous les 3 d'avoir été avec nous.